deuxième intervention pour qu'on ait plus de temps pour la discussion. Julien Chusville, donc, qui va parler de Fernand Loriot. Alors, dans le titre, il n'y a que Fernand Loriot. Tout à l'heure, on avait Prudence et Sympathie. Ensuite, sur Bloom, on a autre chose. Là, on n'a que Fernand Loriot. J'ai vérifié. Alors, il vient de sortir aux éditions Libertalia un court moment révolutionnaire, la création du PCF, la création du Parti communiste français. Effectivement, Loriot, il y a plus d'une centaine de notes. Donc, quelque part, il y a des éléments. Bon, mais je vous donne la parole à vous pendant 15 minutes. Merci. Donc je mets comme ça, là. Oui, c'est bon. Vous me dites si on m'entend pas. Donc je vais juste revenir très brièvement sur le parcours de Fernand Loriot, que je suppose un petit peu moins connu que Jean Longuet, voire que Léon Blum. Donc Fernand Loriot était instituteur en banlieue parisienne. Il est devenu militant socialiste en 1901. Il faisait partie de la SFIO depuis sa fondation en 1905. Il était aussi militant de la CGT avant 1914. Il était syndicaliste révolutionnaire. Il a fait partie de la direction de la Fédération des instituteurs de la CGT, qui était à l'époque une petite fédération. À partir de 1915, pendant la guerre, il a fait partie des militants qui ont construit en France la minorité zimmerwaldienne. Il a participé à la direction du Comité pour la reprise des relations internationales, qui groupait en France l'ensemble des militants les plus opposés à la guerre, qu'ils soient socialistes, syndicalistes ou anarchistes. En avril 1917, pendant les vacances scolaires, il passe clandestinement la frontière suisse et se rend à Berne, où il participe à une réunion qui met au point un protocole, et il est l'un des signataires de ce protocole, d'accord d'approbation du retour d'un certain nombre de socialistes russes en Russie en passant par l'Allemagne. Train qui est devenu célèbre parce que Lénine y était et qu'on a appelé le wagon plombé. En 1919, il fait partie des premiers socialistes en France à adhérer à l'Internationale communiste. Et dans les textes officiels, l'Internationale communiste décrit sa section en France comme étant le groupe Loriot. Loriot va signer comme premier signataire les 3 motions successives d'adhésion du Parti socialiste à l'Internationale communiste. Donc ces motions obtiennent 14% des suffrages des socialistes en avril 1919, 42% en février 1920 et 68% en décembre 1920 au Congrès de Tours. Donc, ce militant, quelle est sa réaction quand les bolcheviks prennent le pouvoir en novembre 1917 ? Eh bien, je n'en sais strictement rien. Parce qu'il n'y a pas de source. Voilà, je le dis tout net, il n'y a pas de source sur quelle est la réaction de Loriot dans les jours ou les semaines suivantes. Ce qui est déjà une information, c'est-à-dire que Loriot n'a pas écrit d'article, n'a pas écrit de tract, n'a pas écrit de brochure. S'il en a parlé dans sa correspondance, eh ben, elle a été perdue. Donc, il n'y a pas eu, en tout cas la grande lueur pour lui, manifestement n'est pas apparue tout de suite en novembre 1917. Ce qui est tout à fait intéressant quand on regarde par contraste sa réaction en mars 1917, quand il apprend que la révolution en Russie a renversé le tsarisme. Puisque le Comité pour la reprise des relations internationales, qu'il dirige, organise dès le 29 mars 1917 un meeting de soutien à la révolution russe à Paris, au cours duquel Loriot s'exprime et déclare espérer que les conseils ouvriers ou soviets prendront la direction de la révolution. Il parle aussi du réconfort puissant que la révolution russe apporte aux internationalistes fidèles de tous les pays. En mars, le comité exécutif de Soviet de Pétrograd, qui était à l'époque dirigé par des mencheviks zimmerwaldiens, lance un appel à la paix sans annexion qui est diffusé sous la forme d'un tract clandestin par le Comité pour la reprise des relations internationales à partir d'avril 1917. Le comité publie aussi en avril un tract clandestin écrit par Loriot qui est intitulé « La révolution russe et le devoir socialiste », qui se conclut par les mots d'ordre « À bas la guerre, à bas le capitalisme, vive la révolution universelle », ce qui résume l'orientation de Loriot et du comité. Et bien qu'on soit encore qu'en avril 1917, Loriot affirme, je cite, « La glorieuse révolution russe ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du monde ». On lit aussi dans le tract qu'il faut transformer la révolution russe en révolution internationale. Il y a également un appel à s'inspirer des méthodes apparues en Russie, comme l'élection des conseils d'ouvriers et de soldats. Et Loriot conclut le tract en déclarant qu'à la guerre mondiale doit répondre la révolution mondiale. Donc en novembre 1917, pour les militants qui sont proches de lui, ce qui est quand même primordial, je passe outre, je décris plus dans mon livre les oppositions, par exemple d'un Charles Rapoport, qui connaissait bien le mouvement ouvrier en Russie. Ce qui est primordial pour les zimmerwaldiens comme pour les autres socialistes, c'est la guerre, l'évolution de la guerre. Donc les 2 mesures essentielles pour les zimmerwaldiens en France à ce moment-là, c'est la proposition de paix générale des bolcheviks et par ailleurs la publication des traités secrets.
Je ne crois pas que ça a été évoqué jusqu'ici. C'est quand même des choses qui marquent à cette époque-là en France. En décembre 1917, même Alphonse Merheim, secrétaire de la Fédération des métaux de la CGT, se prononce publiquement en faveur de la proposition de paix générale du gouvernement bolchevique. Alors j'insiste sur un point qui est quand même important, qui est la présence de Léon Trotsky, qui a donc rejoint le parti bolchevique quelques mois plus tôt, puisque Trotsky avait été introduit lors de son exil en France. Il était exilé en France de l'automne 14 jusqu'à l'automne 1916. Il avait été introduit par Martov dans le mouvement pacifiste radical, notamment auprès de Monat, Rosmer, etc. C'est dans ce cadre-là qu'il a connu Loriot. Et comme beaucoup de militants, mais pas seulement des socialistes, y compris des syndicalistes et des anarchistes, avaient côtoyé Trotsky à ce moment-là, la présence de Trotsky à la direction de la Russie joue un rôle dans le sens où ces militants l'ayant côtoyé, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils trahissent leurs intérêts communs. C'est la raison aussi pour laquelle Makhno, dans un premier temps, est considéré comme un bandit par un certain nombre d'anarchistes français, puisque comme Trotsky s'oppose à Makhno, et comme on est du côté de Trotsky, vu qu'il était avec nous, vu qu'il était membre du comité pour la reprise des relations internationales quand il était en France, donc Makhno ne peut pas être de notre côté. Donc il va être rejeté et sa réception se fera à retardement. Donc le 9 mars 1918, c'est la première trace extrêmement précise que j'ai trouvée dans les sources. Loriot s'exprime devant la section socialiste du 17e arrondissement de Paris et il termine son intervention en faisant l'éloge de Lénine et Trotsky qui, je cite, ont soulevé le peuple russe et détruit à jamais le tsarisme. Bon, ce n'est qu'un rapport de police, donc c'est sans doute un résumé, mais enfin c'est le résumé qu'on a dans les sources. En mai 1918, le Comité pour la reprise des relations internationales publie un tract intitulé « Pour la révolution russe, pour la paix, pour la révolution sociale », où le comité soutient les bolcheviks, tout en rappelant néanmoins l'impossibilité de faire, je cite, l'impossibilité de faire en Russie une république sociale aussi longtemps que le capitalisme gouvernera les autres pays. Donc l'objectif reste pour eux évidemment la révolution mondiale, en premier lieu pour arrêter la guerre. Donc progressivement, en fait, se met en place une thématique de défense des bolcheviks attaqués du fait de l'intervention militaire, notamment de la France, mais pas seulement. Et c'est dans ce cadre-là qu'en janvier 1919, Loriot écrit un article dans Le Populaire, donc journal longuettiste, on va dire, mais enfin de la majorité socialiste à ce moment-là. Et il écrit que les Alliés font la guerre aux bolcheviks et les encerclent pour les affamer. On est malvenu dans ces conditions à accuser le bolchevisme de ne pas être générateur de progrès humain. Donc ces argumentations s'inscrivent dans le cadre d'importants débats entre socialistes à l'époque. Et donc je voudrais revenir sur un point de la conférence socialiste internationale de Berne de février 1919 qui a déjà été mentionné. Il y a un point important, à mon avis, trop souvent négligé, c'est que cette conférence décide de mettre en place une mission d'information constituée de socialistes de différents pays et des différents courants, enfin quand même majoritairement hostiles aux bolcheviks, puisque les socialistes les plus favorables aux bolcheviks ont boycotté Berne. Et cette mission d'information a pour but non pas de définir une position commune par rapport au bolchevisme, mais d'établir les faits. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Quelle est la situation réelle en Russie? Et cette mission d'information est acceptée par les bolcheviks. Ils acceptent la venue de la mission. Par contre, c'est les gouvernements qui, comme au moment de Stockholm en 1917, interdisent le départ de la mission d'information, et donc elle ne peut pas se dérouler. Et je pense que ça a eu une importance psychologique, il se trouve que je l'ai retrouvé dans des articles de Loriot, d'Alexandre Blanc, etc., même plusieurs mois plus tard. Ça a une importance psychologique majeure parce que pour ces socialistes favorables à la prise du pouvoir des bolcheviks, cette affaire de la mission d'information prouve, pour eux, subjectivement, que les bolcheviks n'ont rien à cacher puisqu'ils ont accepté la venue de la mission d'information, mais que par contre les gouvernements veulent empêcher qu'on sache ce qui s'y passe. Donc je pense que psychologiquement, là, les gouvernements ont fait une mauvaise opération dans la réception des bolcheviks. Donc dès avril 1919, Loriot participe à l'adhésion du Comité pour la reprise des relations internationales à l'Internationale communiste, que les Immervaldiens considèrent en France alors comme l'internationale de la révolution socialiste mondiale, et il transforme en mai 1919 le comité en comité de la Troisième Internationale, et non pas comité pour l'adhésion à la Troisième Internationale, c'est bien le comité de la Troisième Internationale, puisqu'il regroupe l'ensemble des adhérents en France de la Troisième Internationale à partir de ce moment-là. Donc le comité de la Troisième Internationale, qui est constitué en gros d'un millier d'adhérents au départ, va un an et demi plus tard compter environ 10 000 adhérents, et il va fortement progresser très rapidement en interne au sein de la SFIO. Et ce courant révolutionnaire internationaliste est avant tout porté par le contexte social d'ensemble. D'une part, de très puissants mouvements sociaux qui n'avaient pas de précédent à l'époque, qui ont été dépassés évidemment en 1936, mais de très puissants mouvements sociaux en France en 1919 et 1920, avec y compris des grèves ponctuelles très nombreuses et souvent victorieuses dans des secteurs d'activité différents. Il n'y a pas que la grande grève des cheminots
sur laquelle on a beaucoup insisté, et d'autre part des tentatives révolutionnaires dans plusieurs endroits dans le monde. Donc ce qui favorise évidemment ce courant-là et la crédibilité de la perspective qu'ils avancent, qui est celle de la participation à la Révolution mondiale. Donc au moment du congrès de Tours, Loriot, qui est le premier signataire de la motion majoritaire, ne peut pas intervenir puisqu'il est en prison. Il va rester en prison pendant près d'1 an pour un complot imaginaire, mais enfin donc sur lequel d'autres ont écrit avant moi. Donc il est en prison, notamment avec Pierre Monat, Boris Souvarine, etc. Mais malgré tout, il devient secrétaire international de la section française de l'Internationale communiste, qui prend progressivement le nom de Parti communiste. À l'été 1921, Loriot se rend pour la seule fois de sa vie en Russie, comme délégué de la SFIC au 3e congrès de l'Internationale communiste, dont il est le coprésident. Mais globalement, ce qu'il voit sur place va plutôt le décevoir. D'une part, il refuse d'intégrer la direction de l'Internationale communiste qui lui est proposée. D'autre part, une jeune Russe vient le voir en dehors des séances pour lui demander de l'aider à fuir la Russie, ce qu'il va faire. Il va l'aider effectivement à s'exiler. Et à son retour en France, le 20 octobre 1921, Loriot donne une conférence publique à Paris sur ce qu'il a vu en Russie. Et il commence en disant « Lorsqu'on arrive en Russie, on est frappé tout d'abord par la misère qui y sévit. » Donc on est quand même... C'est une conférence publique, et donc on est quand même loin d'une image totalement paradisiaque qui va être diffusée par la suite. Le Parti communiste, quelques semaines après, diffuse un rapport officiel qui est assez critique quand même de la situation, notamment des travailleurs en Russie. Donc je ne vais pas rentrer dans les débats internes du Parti communiste des premières années, puisque c'est assez complexe et que j'y consacre 500 pages. Mais en gros, Loriot participe à partir de 1924 à l'opposition à la bolchevisation. Il dirige l'opposition communiste interne en 1925. Il quitte le PC en 1926. Et à partir de là, il fait partie, jusqu'à la fin de sa vie, il meurt en 1932, des courants d'extrême gauche qui sont constitués des communistes opposés à l'URSS. Il participe notamment à la revue La Révolution prolétarienne que Pierre Monat a fondée en 1925 et à ces courants-là. En 1928, il publie une brochure qui s'appelle « Les problèmes de la Révolution prolétarienne » dans laquelle il qualifie l'URSS de dictature capitaliste d'État. Donc pour conclure, je pense que voilà, je dirais que Loriot a été un militant révolutionnaire internationaliste avant la Révolution russe et qu'il l'est resté, y compris après avoir critiqué les illusions sur le bolchevisme. Merci. Merci.